Je pense qu'en 2022, il n'y a aucune entreprise who will blatantly discriminate. C'est simplement dire ce qui nous prend dans les tripes. En fait, vous avez le droit d'allaiter partout, tout le temps. Le bien-être au travail, ce n'est pas mettre une table de billard, une table de ping-pong, des happy hours. C'est vraiment remettre l'homme au centre de toutes les réflexions au sein des entreprises. Une marque durable, c'est une marque qui doit naître d'une conviction. Mais si elle n'est pas concrétisée dans un engagement fort, ça ne sert à rien. Voir un monde plus inclusif, c'est aussi la façon dont on éduque un homme. C'est aussi la façon de transmettre un message aux enfants. Pour moi, être artiste, c'est un engagement. Et moi, ce que je dis aux femmes, c'est que now is your time to shine. Bienvenue dans Talk Series, le nouveau podcast des hôtels Attitude qui interroge sur les sujets qui comptent, à l'île Maurice comme ailleurs. Talk Series est un podcast issu des tables rondes organisées par Attitude qui interroge sur l'égalité des genres, sur l'évolution du marché du travail, sur l'économie circulaire et sur bien d'autres sujets qui permettent à l'entreprise d'aujourd'hui de réinventer le monde de demain. Chaque année, le World Economic Forum publie son Global Gender Gap Index. Il s'agit d'un indicateur qui permet de classer les pays selon la répartition des ressources et des opportunités entre les femmes et les hommes. En 2022, l'île Maurice se positionne à la 105e place sur 146. Face à ces inégalités de genre persistantes, Attitude a décidé d'apprendre en se déconstruisant. Le groupe s'est doté d'un comité de l'égalité pour mettre en place des actions tangibles, comme l'allongement du congé paternité pour les employés ou l'installation de tables allongées dans les toilettes hommes et femmes pour les clients. Mais pour se déconstruire, il faut également pouvoir échanger, partager et découvrir d'autres points de vue. C'est dans cette optique qu'Attitude a organisé une table ronde qui interroge sur la place de la femme dans la société mauricienne et de façon plus large, sur le rôle clé du leadership féminin dans la construction d'une société plus inclusive. Elles sont directrices d'incubateurs, écrivaines, chefs d'entreprise, peintres ou directrices générales de grands groupes. Et elles ont accepté de livrer leur vécu pour évoquer la place des femmes en entreprise, dans l'entrepreneuriat et dans l'univers artistique. Sans plus tarder, on leur laisse la parole et on vous souhaite une bonne écoute de ce premier épisode de Talk Series. Diane Maigreau est aujourd'hui responsable de l'incubateur mauricien La Turbine. Pour cette serial entrepreneur qui a créé sa première entreprise à 22 ans, les chiffres prouvent bien qu'il existe toujours une forte disparité entre les hommes et les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat mauricien. Nous avons 16% de femmes qui sont fondatrices de leur entreprise, contre 65% d'hommes, et la différence des équipes mixtes, hommes et femmes. Donc c'est vrai que les femmes sont représentées au niveau de l'innovation, mais dans le secteur de l'entrepreneuriat. Nous, on souhaite voir ce chiffre augmenter, on souhaite voir plus de femmes entreprendre et innover, parce que je considère aujourd'hui que la femme a tout autant, si ce n'est pas plus, de compétences ou de moyens de développer une entreprise. Cette sous-représentation des femmes est à mettre en corrélation avec un autre chiffre, la part des investissements accordés aux projets portés par les femmes. Il y a 95% des projets financés sont des projets portés par des hommes. Il n'y a que 5% des projets financés qui sont portés par des femmes. Or, on sait qu'un projet porté par une femme a plus de chances de réussir qu'un projet masculin. Donc, je pense que ça, c'est un gap qu'il faut combler. Au-delà des chiffres, cette réalité se manifeste par des situations et des parcours que Diane Maigreau a pu observer au sein de son incubateur. La responsable de La Turbine évoque ainsi l'expérience vécue par l'une de ses incubées. On accompagne les entrepreneurs sur différents programmes et un de nos programmes phares, c'est le Test Drive, qui consiste en une formation de 6 semaines où on recueille les entrepreneurs, femmes, hommes, peu importe, et on les aide à développer un business plan et un pitch. C'est la première phase avant de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un programme intense qui demande vraiment d'être dévoué et d'avoir du temps. Et il y a une femme qui a participé à ce programme et avant chaque atelier, je devais passer 1 heure avec elle parce qu'elle était en larmes, parce que son mari n'arrivait pas à gérer la maison sans elle.
Donc, c'était un après-midi par semaine qu'il fallait qu'elle vienne, qu'elle participe. Et à chaque retour d'atelier, elle se prenait des insultes, des engueulades, parce que le mari n'arrivait pas à gérer le retour des enfants de l'école, les devoirs et le dîner. Cette situation est-elle spécifique au secteur de l'innovation ou se constate-t-elle également dans d'autres milieux? Pour répondre à cette question, Sheila Ijoda, PDG de MIOD, a accepté de partager son histoire, puisqu'elle a elle-même vécu une expérience discriminante en entreprise. Alors, j'avais une certaine responsabilité. J'avais un projet, un assignment à faire. Et là, le projet, bien sûr, en ayant terminé le projet, il fallait avoir des discussions avec le Chief Executive Officer. Donc, bien sûr, la discussion, c'est de valider le rapport et présenter les conclusions du rapport. Alors, quand j'ai commencé la réunion, bien sûr, la réunion, il m'a bien accueilli, tout ça, ça s'est passé très bien. Mais en discutant dans le vif du sujet, il a commencé à hausser le ton, en voulant me persuader et me faire comprendre que mon rapport était nul et invalide. Il continue à hausser le ton. Donc, il joue avec ce jeu de ton. Je lui dis, s'il vous plaît, baissez le ton, sinon je ne vais pas continuer la réunion. Pour la première fois, il baisse ce ton, il continue. Quelques secondes après, le ton est haussé encore. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je pose tous mes affaires, mon laptop, tout là. Je dis, je ne vais plus continuer la réunion tant que tu ne baisses pas le ton. Et là, je prends tous mes trucs, mes papiers, mon laptop. Je me dirige vers la porte, la sortie. Arrivé près de la porte, et c'est là que le CEO me rappelle, me dit « Non, reviens. On va en discuter maintenant. » Cet événement m'a fait comprendre que if I don't speak up, je dis pas ce qu'il faut, je réalise pas, par exemple, je mets pas en avant my self-worth, comme on dit en anglais. Visibilité est en jeu. Donc, comme on dit en anglais, you don't have to let your credibility banana turn brown. Donc, you have to deal with it. Par les témoignages précédents, on a découvert les freins et les limites qui s'imposaient aux femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Le milieu artistique n'échappe pas non plus à la règle, les femmes y sont également sous-représentées. Mélanie Pérez est une artiste pluridisciplinaire qui a été en 2019 la grande gagnante du concours Compose la musique organisé par Attitude. Elle nous livre son point de vue sur le sujet. Le premier des challenges pour moi, comme artiste, comme chanteuse sur scène, seule fille au milieu des garçons, a été de me demander si je devais me donner beaucoup plus et de trouver quelque chose sur lequel je pourrais jouer plus. Donc j'ai choisi à ce moment-là de jouer beaucoup plus sur l'émotion, donner cette émotion-là, transmettre cette émotion-là. Mais après, il est vrai que là où j'évolue, je ne me sens pas diminuée à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, bien au contraire. Et puis, il y a d'autres problèmes qui se posent quand on est une fille artiste au milieu d'un harem d'hommes. Ce sont les tournées. Les tournées et quand on doit aller performer quelque part, le premier challenge, ce sont les loges. Et généralement, on demande 2 loges ou 2 chambres et souvent, c'est interprété comme étant c'est une diva, ça va pas. Tous les artistes ont une chambre. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de demander 2? Sauf que il y a la question de l'intimité qui se pose à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on ne. Bien souvent, il m'est arrivé de juste me taire et de dire ok. Je vais attendre que tout le monde se douche, je vais attendre que tout le monde se prépare et puis je vais me préparer quand ils sont descendus. Et ça, c'est souvent dur c'était bien dur à accepter au début, jusqu'à ce que je m'affirme et que je dise non,
C'est comme ça. Une fille artiste doit se caler aux horaires de tous les autres musiciens. Des horaires qui... on n'a pas d'heure, quoi. Pas d'heure pour répéter. Mais voilà, ce sont des challenges qu'on a comme musicienne sur scène. On est sur scène, c'est beau, c'est joli, ça fait danser les gens. Mais derrière, il y a une toute autre réalité qui est bien là, qui est bien concrète, quoi. Et je pense que c'est de là d'où vient peut-être le souci du nombre réduit de musiciennes sur scène. Par son témoignage, Mélanie Pérez évoque le problème de l'inclusion des femmes dans le milieu artistique. Elle évoque également le regard des autres générations, notamment de ses parents, sur une vie rythmée par son travail de professeur, ses répétitions et son rôle de maman. Comme elle le souligne elle-même, répéter jusqu'à 3h du matin avant, ça ne se faisait juste pas. Si les choses semblent évoluer un peu d'une génération à l'autre, les inégalités de genre persistent pourtant à l'île Maurice, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, de la grande entreprise ou dans le milieu artistique. Pour l'écrivaine Shehnaz Patel, la prise de conscience est essentielle, car oui, il y a des évolutions et des progrès, mais l'égalité des genres est loin d'être atteinte. Je me dis qu'on devrait se méfier parce qu'on a le sentiment ces dernières années que la cause des femmes, et j'insiste sur les mots c'est mon domaine, et je trouve que c'est très très important les mots qu'on choisit. J'aime pas trop quand j'entends dire il faut qu'on donne aux femmes, il faut qu'on permette aux femmes, non. Simone de Beauvoir, puisqu'on a fêté le 8 mars hier, la journée internationale des droits des femmes, pour moi. Simone de Beauvoir, qui était écrivain, disait la liberté ne se demande pas, madame, elle se prend. Et je crois qu'effectivement, il est temps que les femmes arrêtent d'attendre qu'on nous donne ou qu'on nous offre ou qu'on nous permette. Les mots qu'on utilise sont importants. J'aime pas trop, moi, parler de la femme, sanctifier un espèce de statut féminin. Je pense qu'il y a autant de manières d'être femme que d'individus femmes dans le monde. Ces dernières années, on a une espèce de tendance à se dire c'est bien, on avance, le statut des femmes a avancé, il y a des progrès et tout. En même temps, quand je regarde les faits, c'était Diane, je crois, qui disait que finalement, les projets qui sont soutenus par les banques et les business angels et tout, c'est seulement 5% sont des femmes. C'est hallucinant. Je veux dire, il me semble qu'on n'a pas trop de matière à se réjouir tant que ça. C'est encore quand même très lent. Il y a eu un rapport du business, c'est le World Economic Forum en fait, qui a dit cette année, qui a dit là il y a quelques jours, que jusqu'à 2020 en fait, on estimait qu'il y avait 136 ans à aller encore pour rétablir le gap entre les hommes et les femmes, l'écart entre les hommes et les femmes. Or, depuis le Covid, et en plus avec les guerres et tout dont on est témoin, ils viennent de rajouter 36 ans. Donc maintenant, c'est encore 36 ans de plus. Donc, je me dis, il faut quand même qu'on soit vigilant parce qu'on a peut-être un petit peu tendance à se dire, oui, voilà, le féminisme, c'est dépassé, c'est pas nécessaire. Moi, je pense que tant que les femmes n'auront pas les mêmes droits, tant que les femmes, il y aura des millions de femmes qui seront mutilées sexuellement, tant qu'il y aura des millions de femmes qui n'auront pas droit à l'éducation et tout ça, ce sera un combat sur lequel il faut être vigilant et engagé, je pense. Pour d'autres artistes comme Baba Gaya, la problématique se situe davantage dans la reconnaissance du travail effectué que dans la question du genre. Pour elle, qui a abandonné son poste corporate afin de se dédier totalement à son art, le travail d'artiste peintre possède des dimensions multiples qui vont bien au-delà de la peinture. Là aussi, ok, artiste, oui, mais pas que. C'est artiste, mais ça sera artiste, entrepreneur, parce que c'est bien de peindre et de faire des tableaux, mais les tableaux, faut les vendre, faut faire de la communication, les murs, il y a tout le process avant. C'est pas évident aussi de réussir à casser ce côté, de se dire, oui, bon, je suis artiste, mais je fais pas que dessiner. Derrière, il y a de la stratégie, il y a de la communication, il y a toute une réflexion, il y a des recherches, il y a des études, de faire prendre conscience aux gens, artistes, c'est un travail. Donc c'est ça, je crois, la difficulté en fait. C'est pas réellement d'être femme artiste, c'est de montrer que c'est un réel travail. Les chiffres, les faits, les témoignages le montrent.
de nombreux progrès doivent encore être faits pour que la société mauricienne devienne plus inclusive en œuvrant notamment sur l'égalité des genres. Mais une fois ce constat effectué, il est important de savoir comment s'attaquer au problème et donc d'en comprendre les causes. Quels facteurs expliquent ces inégalités ? Pourquoi le plafond de verre reste-t-il présent, quels que soient les milieux professionnels ? À quels freins, quels obstacles les femmes sont-elles confrontées ? Natacha Emilien est Chief Transformation Officer chez Eagle Insurance, mais elle est également fondatrice du Board of Good, une initiative citoyenne qui permet aux femmes mauriciennes d'accéder à des postes de leadership dans les organisations et notamment de siéger à des conseils d'administration. Alors, dans le secteur de l'innovation, c'est vrai qu'il y a, je pense, une certaine timidité, un certain manque de confiance en soi, d'une manière générale pour les femmes, où elles n'osent pas forcément venir, prétendre à de grandes innovations. D'accord ? Et c'est quelque chose qu'il faut casser, je pense, parce que dans la définition même de l'innovation, parfois on a tendance à se dire l'innovation, c'est venir avec une invention que personne n'a jamais fait à Maurice, etc. Mais quand on comprend ce qu'est une innovation, parfois c'est des petites choses, mais qui vraiment font la différence. Et je crois que dans la vie quotidienne des femmes, toute la journée, elles font la différence sur plein de choses. Elles sont tellement à l'écoute, elles sont tellement aux petits soins pour leur famille, pour leur environnement, etc. Donc, je crois qu'il y a une misconception, une perception de l'innovation qui est quelque chose de grandiose, alors que pas du tout. C'est très abordable, très accessible à tout le monde. Donc, il y a ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense qu'il y a ce manque de confiance en soi par rapport à la femme qui se dit, je vais faire des choses, mais innovation, c'est quand même tout fort pour moi. Mais encore une fois, je crois qu'il y a les facteurs de la famille, de l'environnement familial qui sont forts et les propres démons internes. Fortement impliquée dans cette dynamique de changement, Natacha Emilien constate toutefois que les femmes ne se sentent pas à la hauteur dès qu'il est question d'innovation. Le manque de confiance en soi serait le premier obstacle qu'elles s'imposent à elles-mêmes, le fameux syndrome de l'imposteur. Malgré leurs doutes et leurs inquiétudes, certaines parviennent toutefois à se lancer. C'est le cas de Yashminia Serisingh, qui nous explique comment elle est passée d'un poste d'employée dans l'hôtellerie de luxe à la création de sa propre entreprise dans le domaine alimentaire. Donc, en fait, moi, je suis une hôtelière, on va dire à 200%. J'ai fait Vatel, donc licence de 3 ans. Ensuite, j'ai gravé les échelons assez rapidement en commercial. Sales coordinator à 20 ans, 22 ans sales executive et à 24 ans sales manager one and only. Donc, quand même un hôtel de luxe avec une rénovation qui est arrivée après 2 ans. Donc, pour moi, c'était... mon goal était, avant de mes 30 ans, il fallait que je sois directrice commerciale. Donc, j'étais vraiment extrêmement carriériste. Il fallait que j'arrive à mon goal et je travaillais pour ça. Et à l'âge de 28 ans, j'ai été diagnostiquée d'une condition qui s'appelle le vitiligo. Donc, c'est un auto-immune. Et je savais pas du tout ce que c'était. Une première tâche est arrivée, une deuxième tâche, une troisième tâche. Et au fur et à mesure de la condition auto-immune, en fait, j'ai réalisé que le job que j'aimais tant, malheureusement, m'emmenait pas mal de stress en termes de voyage, des heures de travail. Donc, tous ceux qui sont dans l'hôtellerie, là, je pense que vous savez mieux que personne que l'hôtellerie est additif, on l'adore, c'est un métier de passion et on le fait à 200%. Et malheureusement pour moi, on va dire que mon corps m'a quelque part passé un message que ce niveau de travail-là, ce niveau de stress, de longues heures et de pression, malheureusement, ne me convenait plus. Après la découverte de sa maladie auto-immune, Yashminia Serisingh est obligée d'adapter son mode de vie. Elle doit notamment ralentir son rythme de travail et modifier son alimentation. De fil en aiguille, ses activités personnelles prennent de l'ampleur et lui donnent l'occasion d'amorcer son virage professionnel. Yashminia nous raconte comment sa maladie lui a ouvert la voie de l'entrepreneuriat. Tout ça est arrivé au moment du Covid. Donc, je pense que le Covid a été bénéfique pour moi dans ce sens-là, parce que ça m'a permis de me poser, de me remettre en question, d'analyser la situation et de réaliser que ma priorité, c'était moi, ma santé. Et en même temps, et c'est fou comme les choses, quelquefois, se font naturellement bien. En même temps, par rapport à mon vitiligo, il n'y avait pas vraiment de solution. Donc, je me suis dit, je vais essayer de le traiter naturellement. Et j'ai commencé à faire un régime vegan, plant-based, anti-inflammatoire.
Et de là est venu, en fait, j'ai commencé à faire des produits chez moi et chez Neofood, il y a plein de produits super sains, des noix, des dattes et tout. Et je regardais sur Internet et j'ai fait des produits pour moi. Étant souvent sur les réseaux sociaux et avec la grosse vague durant le premier Covid de produits homemade et tout, il y avait pas mal d'intérêt sur des produits que je faisais pour moi, pour ma propre consommation, qui sont des energy balls et bars. Donc je reprends un peu des, on va dire des Snickers, des Ferrero et je le fais d'une façon, on va dire, un peu plus sain. Et après le confinement, Neofood m'a approché pour venir mettre les produits chez eux pour revendre. Et je me suis dit bon, pourquoi pas, enfin un petit truc à côté. Et tout s'est vendu en 1 heure. Et c'est là que ça a été le déclic. Et j'étais toujours one and only, donc je faisais les deux en même temps. Et après un moment, ça a pris tellement d'ampleur qu'il fallait prendre une décision. Donc c'est là où je prenais un risque et je me lançais dans quelque chose que je savais qu'il y avait de la demande, mais je savais pas à quelle ampleur, où je restais dans mon job que j'aimais, mais que malheureusement, ma condition ne me permettait pas forcément de prendre plus de stress ou quoi. Et là, la décision est venue naturellement. J'ai lancé mon entreprise, Why Not Healthy Buy. Je me suis positionnée. En fait, j'ai un peu appliqué les stratégies, on va dire, de l'hôtellerie, comme SH, passer voir les partenaires. Je me suis entourée de partenaires, on va dire, qui sont déjà dans le monde du niche alimentaire, les épiceries. Donc, j'ai bénéficié un peu de leur visibilité également. Et tout est parti de là. Et petit à petit, graduellement, j'ai élargi ma gamme de produits. J'ai fait des recherches. J'ai écouté ce que les consommateurs recherchaient. Et aujourd'hui, je fais des produits qui sont à base de dattes, de flocons d'avoine, de chocolat sans sucre. Et je les rends gourmands. Je sais que à dire ça comme ça, ceux qui connaissent Wolof se disent ça doit pas avoir de goût du tout ça. Mais non, pas du tout. C'est des trucs qui sont vraiment gourmands. Et aujourd'hui, mes clients, c'est les enfants de Natacha. Donc je suis extrêmement contente aujourd'hui d'avoir pu ramener, on va dire, dans les familles mauriciennes, dans la consommation mauricienne, des produits beaucoup plus sains, mieux pour la santé, éco-friendly. Comme le prouve l'exemple de Yashmini, la confiance en soi et la persévérance semblent cruciales pour évoluer professionnellement. Mais sont-elles suffisantes pour permettre aux femmes d'atteindre une situation d'égalité avec les hommes ? Le plafond de verre qui empêche les femmes d'accéder aux postes à responsabilité peut-il être brisé par leur seule posture ? Pour Stéphanie Jensung, Head of Cards à la MCB, la confiance en soi constitue l'un des leviers. Mais d'autres obstacles doivent également être franchis pour briser le fameux plafond de verre. Le premier plafond de verre à être brisé, c'est en soi. Okay? Parce que si nous, on met dans notre tête, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais si je mets dans la tête, I can do it, je vais y arriver. C'est vrai de manière générale, les femmes, les filles ont moins confiance en elles. En ce moment, je suis en train de faire un programme de transformation, donc je fais un recrutement par rapport à un poste de manager qui a été donc posté en interne. J'ai eu 4 hommes qui ont postulé, 0 femmes. J'ai dit à HR non. Je n'accepte pas parce qu'avec 4 hommes, c'est sûr que the outcome would be a man. Il faut me ramener au moins une femme. Okay? Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai épluché la base de données. Je suis allée proactivement appeler ces femmes. Okay? Et quand je leur parle, je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas postulé? Alors, c'est toujours les mêmes raisons. Non, tu sais, je suis pas prête, je me sens pas cap, j'ai les enfants, etc., etc. Donc, premièrement, ça, c'est sa perception à elle. Et ma réponse, c'est que si tu attends d'être 100% capable par rapport à un nouveau job, c'est que tu ne progresses pas. C'est-à-dire, it's a lateral move. Donc, il faut qu'il y ait au moins 25% que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui te fait grandir. En entretien, les hommes qui ont postulé, ils savent pertinemment que there is a big gap. Mais ils disent, moi, je sais effectivement, quand je leur pose la question par rapport à... Parce qu'on a des compétences, c'est très structuré. Ils me disent, oui, je sais que il y a un gap, mais je me suis dit, j'y vais quand même, je postule. Donc, ils sont pleins de confiance en eux, alors que c'est pas le cas pour la femme.
Donc, le plafond de verre, comme je dis, c'est avant tout en interne. Mais après, bien sûr, en entreprise, il faut qu'on crée l'environnement et la culture qui favorise l'inclusion et la diversité. Pas que de la femme, comme vous avez dit, mais que tout le monde, on peut venir de manière authentique et apporter notre contribution à l'entreprise. Parce que ça sert à rien d'avoir une culture où, quand tu as des femmes aussi, elles doivent agir un peu comme des hommes pour pouvoir réussir. Non, c'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut venir créer l'environnement propice. C'est un peu plus difficile parce que c'est au niveau de la société et du rôle de la femme de la société. Et donc, là, je pense que ça va prendre... Il y a beaucoup de stakeholders. Donc, à Maurice, on a surtout une culture asiatique où bien souvent, je vais dire, le rôle de la femme, surtout au niveau de tout ce qui est caring. Et là, on est dans une génération où bien souvent, on fait des enfants plus tard et les parents, ils vivent plus longtemps. Donc, on a un double care situation. Et bien souvent, ça incombe aux femmes. Donc, je pense qu'il y a toute une... c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer. C'est pas homme versus femme. Ceci étant dit, nous, les femmes, on a intérêt à prendre un bon partenaire, celui qui nous soutient et qui va pas nous plomber, expect qu'il va prendre sa bière alors que nous, on sera dans la cuisine. Donc, pour moi, c'est à 3 niveaux qu'il faut, de manière parallèle, et on continue travailler pour briser ce fameux plafond de verre. Comme l'a évoqué Stéphanie Njensung, la construction d'une société plus inclusive passe par un environnement, une culture d'entreprise et un modèle éducatif favorable. Mais qu'en est-il des stéréotypes bien ancrés ? C'est ce que nous raconte la directrice générale de Dale Carnegie, Vimy Apadou. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec Dale Carnegie, donc je représente la brand sur l'océan Indien. Donc, j'ai principalement formé des hommes. Et je crois, it's with MIED depuis l'année dernière que je me retrouve avec une audience principalement de femmes. Et si je faisais la différence, messieurs, you might not agree with me, mon expérience me dit, et ce que je vois, je constate, to be very honest with you, que ce soit les messieurs ou que ce soit les dames, we all lack confidence quand on prend un nouveau challenge. Posez-vous la question la dernière fois when you did something new, messieurs ou dames. Est-ce qu'à un certain moment, vous ne vous êtes pas posé la question? La seule différence, c'est quoi? C'est l'écosystème ou l'environnement dans lequel cet homme ou cette fille ou cette femme a été éduqué, a été élevé. That's all it is. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un fils de 22 ans. Et je me souviens, il rentre en Forme 1 in one of the star schools et il rentre à la maison un jour et il me dit, maman, on a bien rigolé aujourd'hui avec prof de chimie, c'est pas quelle affaire. Je dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, tu sais, il était en train d'écrire au tableau et puis il y a un garçon qui est rentré et qui a frappé à la porte, like waiting to be told to go in. Et le prof, je pense que tout le monde comprend le créole ici, et le prof lui a dit, arrête de faire comme ma petite fille. Now, just listen. Et je vous parle de 10 ans de cela. It's not like 40 years ago, là. Hein? On parle pas de notre époque, enfin mon époque. Si on ne change pas cet écosystème, si on ne commence pas dans les écoles, à la maison, dans les environnements de wherever it is, et que quelqu'un qui fait un commentaire qui soit, pour moi c'est sexiste, and we cannot stop that, pas la peine de s'asseoir ici et de commencer à écouter à de belles paroles parce que it all starts with each one of us. Si on a envie de faire que les femmes ou les hommes, les êtres humains, on va être in the diversity and inclusion, si les êtres humains puissent se positionner différemment, it's up to us to create the environment that we want to see. Mais alors, comment aller plus loin? Quelle vision faut-il porter? Comment la mettre en œuvre au niveau collectif? C'est ce dont nous parle Stéphanie Njensung, qui nous explique la politique actuelle d'une des principales banques privées mauriciennes, la MCB, sur les questions de diversité et d'inclusion. Donc, au fait, toute notre politique donc autour de la diversité et l'inclusion fait partie d'un programme qui est plus grand,
d'un programme de sustainability qui s'appelle Success Beyond Numbers. Right? Et le diversity and inclusion is one component of this overall. Donc, on parle d'un fait, donc en interne chez nous. Si on regarde les statistiques de nos employés, we've got balance, we've got parity, 50, almost, 49, 51, on peut dire que c'est 50-50. Mais c'est une pyramide. Comme dans beaucoup d'entreprises, c'est une pyramide et on sait où se trouve le fameux plafond de verre, qui soit interne, externe, etc. Mais ça existe parce que les chiffres sont là pour le prouver. C'est à un niveau où, donc chez nous, il y a des bands. Au niveau où tu passes, tu es ce qu'on appelle un business professional, and then you become a business manager avec une responsabilité d'équipe. Donc, c'est le premier plafond de verre. Après, tu deviens business leader. And then there is the senior business leader. Et ça, c'est le deuxième plafond de verre. Donc, on sait, we've mapped it out. Maintenant, consciente de cette réalité, c'est what do we do about it? On a pris l'engagement d'avoir des objectifs. Donc, ça a été un débat entre objectifs et quotas. Donc, nous, on est parti pour des objectifs. We need to take a step back pour dire, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? What is the why? C'est pas juste de mettre une femme parce qu'elle est une femme. Et c'est une femme parce qu'elle va apporter quelque chose de plus que dans mon équipe, là, je n'ai pas. Donc, on est parti avec des objectifs. C'est d'avoir 40% de femmes dans des positions managériales d'ici 2026. 2026, ça va vite arriver. On a commencé, on était à 28% lorsqu'on a pris cette décision. On est actuellement à 30%. Et là, donc, il faut faire tout un programme. Moi, j'y crois beaucoup, that sisterhood. We need to have that sisterhood. Et on réalise que quand on se parle, on n'est pas seul. Et je pense que storytelling is super powerful. Donc, ça, c'est plus le côté soft. Le côté plus institutionnalisé, c'est on a mis en place un gender charter. Après, il y a tout le côté qui est plus soft au niveau de la culture. Je pense qu'en 2022, il y a aucune entreprise, en tout cas à mon avis, who will blatantly, discriminate. Je pense pas. Mais il y a des biais inconscients. Et moi, ce que je dis aux femmes, c'est que now is your time to shine. Pourquoi? Parce que l'entreprise d'aujourd'hui a besoin de qualités féminines. Okay? On parle beaucoup plus de servant leadership, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux accompagner tes équipes, comment tu peux les écouter, l'empathie, parce que l'entreprise n'est plus un command and control type. Dans certains cas, oui, en cas de crise, of course, you need command and control, mais je pense qu'on est beaucoup plus dans ce mode agile où les valeurs féminines, on leur place. Donc, moi, ce que je dis à toutes mes collaboratrices, c'est it's your time to shine et que if you don't want to shine, I will press on and I will help you shine. Qu'en est-il des artistes et plus précisément des femmes artistes mauriciennes? Quel est leur vécu? Comment peuvent-elles agir pour participer à la construction d'une société plus inclusive? L'art a-t-il le pouvoir de représenter et de faire évoluer les choses? Pour répondre à toutes ces questions, l'écrivaine Shehnaz Patel nous livre sa vision de l'écriture et l'importance qu'elle accorde à l'existence de rôle modèles. Petite, en fait, j'ai eu très tôt le sentiment que l'écriture pouvait changer le monde. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu devenir journaliste et que c'est pour ça que je suis devenue écrivaine. Parce que je sais que ça a changé mon monde à moi. Je sais que le fait d'avoir lu des choses, des histoires, ça fait que j'ai jamais plus regardé le monde de la même façon, que j'ai jamais plus regardé les gens de la même façon. Et moi, j'ai le sentiment que la littérature, le fait de lire beaucoup déjà dans un premier temps, ça m'a offert les gens et ça m'a offert le monde. Quand on lit Madame Bovary, par exemple, on regarde plus jamais une bourgeoise de 40 ans de la même façon. Parce qu'on se rend bien compte que derrière, il y a quelque chose qui bouillonne. Et ça nous permet vraiment d'aller à l'intérieur de l'humain de façon tellement intense et profonde que moi, ça a changé ma vision des gens, ça a changé ma vision du monde. Donc je me dis, pourquoi pas les autres? Pour moi, l'art est un engagement. Après, il y a le fait de dénoncer des choses, des réalités, des inégalités, des sévices, des choses. Pour moi, c'est important, en fait, d'être dans la construction. Et on parlait de représentation. Quelqu'un a parlé de storytelling tout à l'heure. Je crois que c'était toi. Et ça, pour moi, c'est capital. Parce que je pense que c'est essentiel qu'on ait des personnages féminins
qu'on crée aussi des personnages qui sont forts, qui sont beaux, qui vivent. Tous les ans, pour la fête des mères, j'éteins la radio. Parce que si j'allume ma radio, je sais que je vais l'écraser au bout d'une demi-heure. Parce que toutes les chansons qui passent toute la journée, c'est « Ah, maman, tu t'es sacrifiée pour nous, tu as subi, tu as souffert. » Et il y en a marre, quoi. Moi, j'ai une fille, j'aimerais bien que ma fille, elle dise « Ah, moi, ma mère, c'était une femme debout, c'était une femme libre, c'est une femme qui a rêvé, c'est une femme qui a aimé, c'est une femme qui s'est battue. » Et je pense que ces représentations-là, c'est important. C'est important qu'on crée aussi pour dire autre chose. C'est important qu'on crée des super-héroïnes aussi. C'est important qu'on aille retrouver des personnages féminins, qu'on les crée, qu'on les valorise pour que nos enfants, ils aient aussi d'autres représentations. Donc pour moi, en ça, l'art est important pour ça aussi. Pas seulement pour dénoncer, mais aussi pour créer autre chose, une autre vision. Artiste engagée. C'est ainsi qu'est désignée Mélanie Pérez, suite à la publication de son livre « Tigane, une femme d'un divan contraire ». Avec la littérature, Mélanie Pérez décrit la réalité de ce qu'elle voit autour d'elle. Elle participe ainsi à la prise de conscience et au changement. L'idée derrière Tigane, en fait, vient de très loin, de 2009 plus précisément. Je jouais dans l'une des premières pièces de théâtre que j'ai eu la chance de jouer, une pièce de théâtre d'Henri Favori qui s'appelle Nous traverser, qui raconte l'histoire de 7 femmes qui sont au centre SOS Village. C'est 7 témoignages de femmes du centre SOS Village. Et donc cette pièce de théâtre, Nous traverser, nous l'avons jouée à Maurice et nous l'avons jouée en Afrique du Sud. On avait traduit la pièce qui s'appelait à ce moment-là Our Crossing et on avait joué cette pièce en Afrique du Sud. Et puis un jour là-bas, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a tout un mois pour célébrer la femme. Et il y avait ces 2 pièces-là, ces 2 pièces maîtresses, donc Our Crossing et une autre pièce qui s'appelait à ce moment-là Thursday's Child. Et j'avais 15 ans et j'ai été là-bas sans comprendre vraiment le fond de la pièce dans laquelle je jouais. Ça racontait l'histoire de 7 femmes battues dans 7 contextes différents et je jouais le rôle d'une femme battue. J'avais 15 ans. Déjà, quand je parle de ça aujourd'hui, je me demande comment est-ce que mes parents ont accepté que je fasse ça. Parce que c'était une pièce extrêmement forte, je ne sais pas si vous la connaissez. C'était une pièce extrêmement forte qui dénoncer certaines violences et certaines réalités. En Afrique du Sud, lors d'une des représentations, il y a une femme qui est venue à nous, qui était en larmes et qui pleurait parce que c'était son histoire qu'on mettait sur scène. Et à ce moment-là, c'est là d'où vient le déclic pour Tigane. Je me suis dit, il faut que j'écrive pour ces femmes. Et puis, en 2015, il y a eu le concours du Creole Speaking Union et j'ai participé au concours en racontant l'histoire de ce personnage-là, en fait. Tigane, c'est le personnage que je jouais, c'est la continuité du personnage que je jouais dans Nous traverser. Parce que j'avais peut-être pas conscience à ce moment-là, à 15 ans, mais ce personnage-là m'est resté, fait partie de moi. Parce que quand on est comédienne sur scène, à un moment donné, il y a une expression qu'on utilise, c'est pestaquer. C'est-à-dire que je suis Mélanie, et puis pestaquer, je deviens ce personnage-là. Sauf que, comme on peut stacker ce personnage-là en 2015, taquer la panne remontée. C'est resté, et c'est perturbant, et pour exorciser tout ça, il fallait que j'écrive. Il fallait absolument que je mette toute cette histoire sur papier parce que ça me hantait. Ensuite, il a fallu mettre l'histoire de ce personnage-là dans un contexte. Et quel contexte plus favorable, selon moi, c'était dans le village de Rivière-Noire où mes parents ont grandi. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à raconter ce que mes parents me racontaient, la vie de mes parents, la vie de mes grands-parents, dans ce village-là, avec toutes les réalités. Quand j'ai écrit Tigane, je parlais uniquement c'était peut-être une histoire, une fiction pour moi, mais ça mettait à l'écrit la réalité de ce village-là. La violence faite aux femmes, l'importance de la représentation dans la prise de conscience collective,
l'engagement que l'on peut avoir en tant qu'artiste sont autant de sujets chers à Mélanie. Des sujets qui viennent enrichir la réflexion et compléter les prises de parole sur cette thématique de l'égalité des genres et du leadership féminin. À l'île Maurice comme ailleurs, il reste du chemin à parcourir pour vivre dans un monde plus inclusif. Mais au-delà du constat, il existe également des perspectives et des leviers d'action pour atteindre cet objectif. C'est ce qu'évoque Diane Mégros. Donc je pense qu'avoir un monde plus inclusif et permettre aux femmes de se développer, de développer des entreprises et d'être entrepreneurs et d'avoir des responsabilités dans les postes, c'est aussi le rôle de tout un chacun. C'est aussi la façon dont on éduque un homme. C'est aussi la façon de transmettre un message aux enfants qui seront la génération de demain, que l'homme et la femme doivent avoir les mêmes droits et doivent avoir la même liberté de pouvoir développer un projet. C'est ainsi que s'achève le premier épisode des Talk Series consacré à l'égalité des genres et au leadership féminin dans l'espace public mauricien. Encore une fois, nous tenons à remercier les 9 intervenantes de ces 3 tables rondes qui ont permis par leur témoignage d'enrichir le débat collectif et de nourrir la réflexion de tout un chacun. Nous remercions également la journaliste française Flavie Flamand pour sa présence et sa participation. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser vos petites étoiles, vos commentaires et surtout, à vous abonner pour ne pas rater les suivants. J'en profite d'ailleurs pour vous donner rendez-vous en décembre avec un 2e épisode de Talk Series consacré à l'urgence de repenser le monde du travail. Ce podcast vous est proposé par Attitude Hôtel. Il a été conçu par Fleur Chrétien et réalisé par Monkey Sound Studio.